Bonjour à tous et bienvenue dans la partie 1 de l'histoire de l'époque contemporaine. Commençons par l'introduction. L'histoire contemporaine est un paradoxe, car c'est le moment qui se déroule à l'instant. Néanmoins, nous pouvons considérer que cette époque rassemble un certain nombre de caractéristiques qui lui est propre. Elle est touchée par un certain nombre de phénomènes perdurant jusqu'à aujourd'hui et que les humains des époques précédentes n'ont pas connus. On a d'abord l'ère de l'industrialisation. C'est une époque qui utilise l'industrie pour produire de la force inconnue auparavant. Elle était naturelle et difficile à dompter. Elle apparaît durant la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Elle ouvre donc des possibilités de production qui sont quasi illimitées. Ensuite, nous avons les nouvelles idées, des concepts politiques très peu connus qui, avant le XVIIIe siècle, se développent et s'étendent comme le libéralisme, le capitalisme ou encore le fascisme. Et enfin, un phénomène qui est le plus impressionnant, c'est la transformation démographique. Avant le XVIIIe siècle, l'évolution est modeste et stable, et à partir de ce fameux milieu du XVIIIe siècle, la population augmente de plus en plus rapidement. On a donc différents plans. En 1, le monde en révolution de 1750 à 1815, en 2, le monde en transition de 1815 à 1885, en 3, le monde en confrontation en 1885 jusqu'en 1950, et enfin en 4, le monde en fragmentation de 1950 jusqu'à aujourd'hui. Chapitre 1. Le monde en révolution, donc de 1750 à 1815. Voyons ensemble le concept de révolution. Dans le sens commun, c'est un changement radical brusque qui va avoir un impact sur le long terme. Ce terme connaîtra une évolution pour arriver au sens d'aujourd'hui. Au début, il était issu de l'astronomie. C'est donc le mouvement opéré par un astre au sein de l'univers, c'est-à-dire celui de revenir exactement au même point de départ. Cette définition n'est pas en accord avec le sens commun d'aujourd'hui. C'est par son utilisation politique entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, au sein de 3 révolutions politiques, qu'elle acquiert ses sens. En Angleterre, on a la Glorieuse Révolution. Elle vise à limiter les pouvoirs royaux en faveur de l'augmentation des pouvoirs du Parlement. Ce mouvement anti-absolutiste se fait au sein de l'aristocratie anglaise au nom d'un retour aux origines, qui est un parallèle au même point de départ, et ce, du système politique accordant un grand pouvoir aux seigneurs, comme la Magna Carta. En France, on a la Révolution française. Les opposants ne se pensent pas comme des révolutionnaires, cela dit. Ils parlent de régénération du système monarchique plus proche du peuple et qui les protège. C'est lors du radicalisme anti-monarchique en 1792 que l'on parle de contre-révolutionnaires. C'est donc ceux qui se considèrent comme protecteurs d'un système. Et c'est seulement à partir de ce moment-là que l'on parle de révolution et donc de changement brusque. Sous l'Ancien Régime, ce qui était positif était ce qui revenait toujours, ce qui obéissait à un système cyclique. Comme par exemple le soleil qui se lève et se couche. La révolution, ici, a une connotation positive. À l'époque contemporaine, elle signifie une amélioration, une croissance, comme avec la révolution numérique. On cherche à vivre mieux et plus à revenir au même stade que la veille. Parlons de l'Europe en 1715. Au début du XVIIIe, l'Europe n'est pas dominante sur le reste du monde. Il y a donc 3 grandes puissances qui sont l'Empire mandchou en Chine, l'Ottoman et l'Empire mongol. La route des Indes est très prospère, mais elle échappe au contrôle européen. Les Ottomans contrôlent aussi le commerce vers l'Afrique et la mer Rouge et mongole. On trouve des territoires coloniaux contrôlés par certains royaumes européens. Ce sont essentiellement les côtes qui sont contrôlées. Pour le reste, les terres échappent à la domination européenne. On a donc 4 Europes, avec des grandes différences entre l'Est et l'Ouest du Rhin. Parlons d'abord des grands empires à l'Est du Rhin. Ils sont constitués de l'Empire russe, autrichien et de la Prusse. Ce sont des États autocratiques, c'est-à-dire aux mains d'une seule famille régnante. On trouve les Romanov en Russie, les Habsbourg en Autriche et les Hohenzollern en Prusse. Ces familles appuient leur État sur 2 piliers.
On a d'abord la noblesse, qui a été très enrichie par des grands territoires agricoles aux populations vivant dans un système proche de l'esclavage. Mais on a aussi la religion. La Russie est orthodoxe, le tsar est donc le chef de l'Église. La Prusse est protestante, et donc le roi est chef de l'autorité religieuse. Tandis qu'en Autriche, le chef est l'empereur du Saint-Empire germanique. On retrouve l'idée très ancestrale où le chef politique est aussi le chef religieux. La noblesse peut aussi être militaire, et ce par des conquêtes avec la protection du territoire. Parlons maintenant du centre. C'est un territoire morcelé en une multitude de petits États, des principautés urbaines. Ils sont plus riches que l'Est. Le commerce urbain s'est développé au Moyen Âge, ce qui a entraîné la fondation des villes qui ont su conserver leur indépendance, comme Venise, Gênes, Cologne ou encore la principauté de Liège. C'est un phénomène urbain avec une fragilité économique ainsi qu'une richesse commerciale paradoxale très développée. À l'ouest, on a la France et l'Espagne. Ce sont des royaumes absolutistes à la fois urbains et agricoles. Ils sont plus grands que le centre, mais plus petits que l'Est. Ils ont d'importantes fenêtres maritimes sur l'Atlantique et la Méditerranée, ce qui leur donne un dynamisme maritime. Il y a un mélange de systèmes urbains et archaïques. Ils sont donc dirigés par des monarques de droit divin. Et enfin, l'exception, la Grande-Bretagne. Elle a un régime original depuis le XVIIe. C'est le parlementarisme, donc différent de la démocratie. Il se développe à la suite d'un conflit religieux où la Grande-Bretagne refuse le catholicisme et devient anglicane. Pour finir, le parti anglican l'emporte au prix d'une révolution monarchique. Ce soulèvement conduit à la mise en place d'un système nouveau où les grands aristocrates britanniques exposent leur autorité à la figure royale. Ils se regroupent en un parlement et celui-ci gouverne dans la monarchie anglaise. Le pouvoir royal est limité par le pouvoir parlementaire. À partir d'un texte qui sera l'habeas corpus, donc tu as un corps, l'État anglais garantit la sécurité individuelle. Chaque Anglais a le droit de voir sa personne et ses biens protégés contre tout abus de pouvoir. À partir de 1679, l'entrepreneuriat est protégé. Personne ne peut confisquer ses avoirs. Cela permet le développement d'initiatives à tout niveau, car l'esprit d'entreprise est protégé. Passons à la révolution économique. C'est dans ce contexte que de nombreux changements vont avoir lieu, principalement dans le domaine agricole. La nouvelle agriculture, justement. L'agriculture est le principal acteur économique, avec les céréales, de la société. L'alimentation est limitée. On observe un certain nombre de changements. C'est un secteur qui n'évoluait que très peu auparavant et qui la modifie dans un sens positif. Et on commence d'abord avec une diversification des productions, le résultat des découvertes en Amérique avec la pomme de terre notamment. Ce n'est pas une consommation massive, elle est d'abord réservée à certaines classes de la population. La découverte de la pomme de terre, facile à cultiver, enrichit la consommation humaine ainsi que les tomates, le maïs ou encore le sucre de canne, avec lesquels on augmente la production de fourrage destiné au bétail qui sera alors plus consommé. Ensuite, dans certaines régions, on augmente les rendements par rapport à des nouveaux. On enrichit la terre avec des engrais organiques, voire minéraux. Ces pratiques ne se réalisent que sur des surfaces réservées à l'ensemencement et non pas au bétail. Les terres n'étaient pas clôturées pour permettre le déplacement des troupeaux. À partir du XVIIIe, on pratique l'enclosure pour éviter que les animaux réduisent les cultures. Cela permet d'augmenter les rendements. Et donc, elle se développe en Angleterre avec le développement du bien de la propriété privée. On pratique également l'assolement quadriennal et plus triennal. La terre se repose davantage et donne beaucoup plus. On varie les cultures pour augmenter le rendement. Grâce à la production de fourrage, on consomme davantage de viande et l'élevage s'améliore. Il fournit de l'engrais organique, produit toute l'année des produits dérivés et permet de manger de la viande et donc une augmentation de la consommation. Au sein de la classe aristocratique, une mentalité orientée vers le rendement se développe. On veut avoir plus. Cette mentalité est nouvelle au XVIIIe, car avant c'était le titre auquel les terres donnaient accès qui les rendait intéressantes. Désormais, c'est la capacité d'exploitation des terres qui est importante. C'est donc sa capacité à augmenter le patrimoine financier avec l'apparition du capitalisme. Passons au commerce triangulaire.
L'économie était centrée sur les échanges des produits de l'artisanat, donc en ville, et l'agricole, donc en campagne, et ce, dans un système clos. Tout change au XVIIIe avec l'apport de produits étrangers lors des découvertes. Les Européens possèdent un commerce très triangulaire. Ils partent d'abord des bords de l'Atlantique avec des bateaux peu chargés, contenant des objets de pacotille. Ils se dirigent vers les côtes africaines et ces objets ont peu de valeur et finissent par quand même étonner les populations étrangères. En échange, ceux-ci leur fournissent des esclaves. Les Européens leur fournissent aussi des armes pour qu'ils puissent capturer ces esclaves. Les cargaisons sont déchargées en Amérique du Sud car il y a un grand besoin de main-d'œuvre pour les cultures tropicales et les extractions minières. Ensuite, elles seront vendues en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Enfin, les Européens récupèrent les produits tropicaux et les vendent très cher en Europe. Il y a donc un énorme apport de bénéfices qui active la construction de flottes. Cela attire la convoitise des brigands et des pirates, contre lesquels les États développent des flottes armées devant escorter les convois de marchandises. Cela entraîne également la production de matériel, comme les voiles ou les clous, qui permettent que les flottes se développent. Pour financer tout ça, il faut développer des systèmes fiscaux, avec l'absolutisme en France et en Espagne. On développe alors un nouveau métier, l'assurance. En effet, ce commerce comportait de nombreux risques. C'est une des voies du capitalisme. C'est de l'argent qui fabrique de l'argent. Il redynamise le secteur de la banque, des finances, avec le développement de bourses. On constate alors une nouvelle mentalité, celle du risque. Investir dans le commerce transatlantique, c'est risqué, mais ça peut s'avérer très bénéfique. Passons maintenant au démarrage de l'industrie. On découvre la source d'énergie vapeur équivalente à la force de plusieurs chevaux. C'est une énergie qui est produite par le chauffage de l'eau et par la pression de la vapeur, telle une force. Celle-ci est rendue possible par une forte chaleur grâce au charbon minéral. La conséquence est l'amélioration de la performance métallurgique, agricole et navale. On utilise le charbon et la force de la vapeur pour créer la machine à vapeur avec Watt en 1769. L'énergie de la vapeur est aussi utilisée dans le domaine du textile. Le métier à tisser ne fonctionne plus à la main. Cette avancée est réalisée par, entre autres, Crompton en 1779 et Cartwright en 1787. Les vêtements sont donc vendus moins chers, avec pour conséquence une course à la rapidité. L'augmentation des métiers industriels provoque une augmentation des offres d'emploi tout au long de l'année, contrairement à l'agriculture. Passons maintenant à la révolution démographique. Faisons un constat. Quelle est la cause de cette évolution démographique ? Eh bien, on remarque que le taux de natalité augmente alors que le taux de mortalité chute fortement. D'abord, c'était un phénomène européen, qui s'est répandu sur l'ensemble de l'Europe et pas seulement dans les lieux où il y a une forte croissance économique. Et enfin, on parle du faisceau de solutions. À partir du XVIIIe, le taux de mortalité fait une énorme chute alors que le taux de natalité, lui, reste stable. Cette combinaison donne un boom démographique. On s'aperçoit que le taux d'accroissement à ce moment est le plus haut. Le taux de mortalité infantile est en chute et donc de plus en plus d'enfants arrivent à l'âge adulte. Ça a une énorme conséquence car ces mêmes adultes vont également donner naissance à de nouveaux enfants. Et ce n'est pas qu'un pays qui est touché, mais bien toute l'Europe. Ça a commencé à l'Est pour se répandre ensuite dans le reste, comme on peut le voir dans ce schéma. Mais alors quelles sont les causes de la naissance de cette mortalité infantile ? D'abord, on a, grâce à une amélioration générale de la vie et grâce à une variation de l'alimentation, la santé des femmes au moment de l'accouchement s'est améliorée. Et ensuite, on remarque une diminution de l'âge de la femme lors de la naissance de son premier enfant. En même temps que le taux nuptial, les mariages se font plus jeunes. Mais alors qu'est-ce qui explique ce phénomène ? Eh bien, à cette époque, il y a une amélioration climatique, ce qui permet d'améliorer et d'augmenter les surfaces de terre cultivables. Cette situation va faire que les enfants vont quitter plus vite la maison familiale et fonder leur famille à eux, et donc se marier plus vite. Ce phénomène sera très fort en Russie. Il s'opère également dans les régions industrialisées, avec les hommes qui fondent plus vite leur famille, car à côté des moissons, ils ont également une activité pré-industrielle. Passons à la guerre de 7 ans, une guerre mondiale, donc de 1756 à 1763. C'est un conflit européen classique. En 1756,
un conflit éclate entre la France et l'Angleterre. La guerre commence par une alliance entre la France et l'Autriche contre le Prusse qui a annexé la Silésie, une région très riche. L'alliance a pour but de stopper le développement de la ville d'Hanovre, alors en possession de l'Angleterre. On aura donc un impact mondial. Le conflit déborde de l'Europe et va se passer dans les colonies des nations respectives. En Inde, la France et l'Angleterre vont se battre sur des différents comptoirs. En Amérique du Nord, la France et l'Angleterre s'affronteront également. Il y a des combats en Amérique du Nord, en Inde, en Europe et sur la mer. L'impact économique dû à cette guerre va être très important. Les nations ont investi beaucoup d'argent et ça va provoquer un endettement très profond en France et en Angleterre. Cette dernière va s'en sortir, mais la France ne s'en sortira pas avant 1789. La Prusse est bientôt anéantie, mais grâce au génie militaire du roi Frédéric II, elle va résister. Sur la mer, l'Angleterre va imposer sa suprématie et reporter cette victoire. Enfin, une victoire britannique. L'Angleterre sort victorieuse et met la main sur les colonies en Amérique du Nord et devient la seule puissance à posséder des comptoirs en Inde. C'est le début de sa suprématie sur le point économique et technique dans le monde. En 1763, le traité de Paris attribue les colonies et les comptoirs de France à l'Angleterre. La France a réussi à garder quelques îles dans les Antilles. Passons maintenant à la Révolution américaine. On a 13 colonies. Ces établissements coloniaux s'établissent autour de 3 zones, le nord, le centre, le sud et la côte est. Au nord, les villes sont très urbanisées et européennes. Les grands ports de Boston, New York pratiquent le commerce international. Au sud, les grands propriétaires terriens vivent de manière nobiliaire, comme des châtelains et apportent donc une structure sociale inégalitaire. Sur leurs terres, ils cultivent le coton, le tabac, etc. et ils emploient des esclaves en tant que main-d'œuvre. Au centre, c'est moins peuplé et ils pratiquent une agriculture classique sur de grands espaces. Dans ces villes ouvertes, les habitants vont avoir une vision assez utopiste et chrétienne du monde, comme la petite maison dans la prairie par exemple. Le monde est donc axé sur l'agriculture classique et est basé sur les valeurs chrétiennes strictes. Les colons créent une société de tradition, et c'est dans cette ambiance qu'on voit se créer la doctrine des Mormons. L'impact de la guerre de 7 ans. Ces 13 colonies, dépendantes de Londres de la métropole, vont contribuer au renflouement des dettes de l'Angleterre à la suite de la guerre de 7 ans. Pour les réparer, le gouvernement va les taxer. On a d'abord le Stamp Act en 1764. Les timbres vont être taxés sur les droits notariés. Lorsqu'on va chez le notaire, les documents doivent être munis d'un timbre et ceux-ci vont être fortement taxés. Les colons vont réagir et réclamer 2 choses. Soit la taxe donne accès au Parlement anglais, soit les colonies doivent être munies d'un Parlement où siégeraient des représentants des colonies. Si la métropole n'est pas d'accord, alors ils ne payeront pas. Ensuite, nous avons le Tea Act en 1773. Les colons anglais buvaient du thé importé des Antilles, qui étaient alors des colonies françaises. Mais le gouvernement anglais va imposer aux colons de consommer le thé provenant de l'Inde et importé par les compagnies des Indes. Les colons ne sont pas d'accord de payer un thé plus cher et moins bon, ils vont donc se révolter. Ils vont faire le Tea Boston Party, et les colons vont balancer à l'eau des cargaisons de thé. En 1773, de nombreux mouvements s'opposent aux Britanniques qui enferment les Américains. Tout ça va mener à la déclaration d'indépendance. En 1776, l'indépendance des États-Unis est déclarée. Thomas Jefferson justifie cette action d'un point de vue philosophique et veut délivrer les colons de la couronne britannique. Ils font une révolution pour retrouver un gouvernement bon et loyal. Les Britanniques vont envoyer des troupes pour contrer ces troubles et les patriotes. Elles sont puissantes, mais trop éloignées du camp de base. L'aide étrangère. Washington va donc jouer là-dessus et essayer d'affaiblir les troupes en les empêchant d'arriver par la mer sur le continent. Mais alors, comment faire ? Eh bien, il va remonter les puissances européennes, dont la France. C'est Benjamin Franklin qui va convaincre la cour française d'envoyer des flottes afin de bloquer les Anglais. En faisant ça, les Français prennent un peu leur revanche, mais cet acte va encore plus les affaiblir économiquement. Une troupe française dirigée par Lafayette est envoyée sur le territoire anglais en 1778. En 1779, l'Espagne va à son tour aider les colons à bloquer et affaiblir l'Angleterre. Et enfin, l'indépendance. En 1783, un nouveau traité de Paris attribue l'indépendance aux colonies anglaises. Et on termine par la Constitution. En 1787 jusqu'en 88, la Constitution américaine va être adoptée par les 13 colonies.
Cette constitution va choisir la République, chose qui est nouvelle en Europe car tous les pouvoirs sont des monarchies. Le président est élu par un scrutin indirect, et le peuple élit les grands électeurs qui, eux, élisent le président. Celui-ci, dans un premier temps, a peu de pouvoir et est principalement le chef des armées. Le premier sera George Washington. C'est donc un système confédéral avec chaque État qui a son autonomie et qui exerce les grandes parties des fonctions publiques. Le Congrès est divisé en une chambre et en un Sénat. La chambre représente les députés et chaque colonie envoie un certain nombre de représentants en rapport à l'importance de l'État. Concernant le Sénat, chaque État envoie 2 représentants. Le président va nommer à vie les juges de la Cour suprême. Dans les différentes colonies, des magistrats élus veillent à ce que les règles soient respectées. Cette constitution est très originale par rapport à ce qu'il y avait en Europe. Il n'y a pas de noblesse, les citoyens sont égaux et presque tout le monde est propriétaire. C'est un régime parlementaire républicain et démographique. Mais donc il n'y a pas de sentiment nationaliste et les États sont puissants. Passons maintenant à la Révolution française avec une société contrastée. Les Français vont voir ce qu'il se passe aux États-Unis et ça va leur donner des idées. La France est un milieu fertile culturel, scientifique et de progression. La langue internationale est le français, et la philosophie ainsi que la littérature française connaissent une portée internationale. C'est en France en 1751 que la première encyclopédie de Diderot et d'Alembert, cette œuvre prouve une expansion scientifique et technique en France. Ce développement très parisien va se développer dans d'autres villes de France comme Lille ou Lyon grâce aux académies. Elles ancrent dans la réalité les découvertes réalisées en Europe et ailleurs. De plus, la société des francs-maçons va se développer. Ces loges réunissent des penseurs de tous horizons qui priment la liberté d'expression. Mais une masse traditionnelle très dense va s'opposer à ce contexte d'évolution. En effet, la plus grande partie de la France est profondément conservatrice. La monarchie est très pompeuse et elle manifeste la puissance divine sur terre et dans la nation. Les catholiques sont extrêmement radicaux et s'opposent à toute forme d'hérésie. Dans cette ambiance chrétienne, 2 camps s'affrontent, les jansénites et les jésuites. La société humaine a été voulue telle qu'elle est par Dieu, et elle doit être maintenue en état. Cette perception est en opposition avec l'autre partie progressiste, et donc ça crée une dualité dans la société. Cette société est basée sur des privilèges, mais ceux-ci, dans ce contexte, ne riment plus à rien. Par exemple, la dîme est à présent récoltée par des tierces personnes, et les gens qui sont partis combattre revendiquent plus de liberté. Depuis 1753, le trésor de la France est en déficit constant et les finances du roi, pour rembourser les dettes, doivent être réempruntées. Les guerres de 7 ans et d'indépendance en Amérique vont empirer la situation du budget. Mais le roi, bien qu'il soit endetté, continue à dépenser des sommes astronomiques pour garder un certain prestige. Ces dépenses sont scandaleuses et le peuple va se révolter car il considère que le responsable de la situation de l'État, c'est lui. De plus, les récoltes agricoles de l'année 789 sont très mauvaises. Et ça va aggraver les tensions déjà présentes. L'endettement est tel que le roi ne peut plus emprunter pour limiter les dépenses. Il n'y a donc qu'une seule solution, sauver le budget avec les impôts.